pour vous envoyer le lien en replay si besoin. Voilà, donc bienvenue à ce webinaire consacré donc à la présentation du marché Australie. Donc on est ensemble une petite heure. Je remercie tout d'abord mes correspondants du bureau australien, hein, qui vont vous présenter dans un premier temps donc les secteurs porteurs et les opportunités d'affaires. Et puis je conclurai par un focus sur la mission régionale en Australie qui aura lieu donc cette année du 21 au 25 novembre 2022. Et puis je remercie pour votre attention et Stéphanie, je vous laisse la parole pour vous présenter et puis pour la suite. Oui, merci beaucoup, merci Béatrice et merci de nous accueillir sur ce webinaire. J'ai un écho, non, ça va? Stéphanie Morlet, je suis directrice pays donc, du bureau Business France en Australie. J'ai pris mes fonctions en août dernier et donc j'ai avec moi Fernando sur la filière industrie, Valérie sur la filière art de vivre et santé, Jean-Marc sur la filière agrotech et Dimitri sur la filière tech et services. Donc tout d'abord, pourquoi l'Australie? Donc on va pouvoir passer à la slide pour rentrer dans le vif du sujet. Donc pour vous resituer quelques éléments de contexte, je veux bien qu'on... Ah, j'ai la main peut-être aussi pour... Ok, super. Hop, je vais rentrer en même temps. Paf, ok. Alors, l'Australie. L'Australie, c'est un territoire immense, 14 fois la France, 2 fois l'Europe. L'État dans lequel nous situons, Sydney, la Nouvelle-Galles du Sud, c'est un peu plus d'une fois la France. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, de Perth à Sydney, c'est 4000 km, l'équivalent d'un Paris-New York, et également du nord au sud, on est sur 3000 km. Cela étant, c'est une population qui représente à peine un tiers de celle de la France, avec donc une densité très faible. On est sur 25 millions d'habitants. Il n'en demeure pas moins une population avec un très fort pouvoir d'achat, donc une économie mature. En termes de pouvoir d'achat, on est sur un PIB par habitant de 58 000 $. C'est la 11e économie mondiale. Ce qu'il est intéressant de noter également sur la population, les entreprises avec lesquelles on discute sur la façon dont elles opèrent ici, certaines vous diront qu'elles se servent de l'Australie comme un marché de test, puisqu'on a une très forte mixité en termes de population. Une personne sur 3 est née en dehors de l'Australie, une forte population asiatique. Donc ça permet effectivement de pouvoir tester sur un marché qu'on peut tout à fait aborder, une population très mixte. C'est une économie qui s'est montrée très résiliente pendant la crise. Alors c'est vrai que là où nous on réouvrait autour de juin 2021, l'Australie qui a fermé ses frontières, comme vous le savez, donc depuis 2 ans, s'est refermée entre États avec des confinements plus stricts, puisqu'on a eu également donc, la vague du Delta en juin 2021 jusqu'en octobre. Il n'en demeure pas moins qu'elle s'est montrée donc, en termes d'économie, une économie très résiliente, une économie également très dynamique avec au final, même si la croissance, on a un peu pâti, on a dû perdre 1 point en termes de PIB, on a terminé l'année avec une croissance économique estimée à 3,5% et les perspectives de croissance sur 2022 sont plutôt positives avec donc un taux de croissance à 4,1%. C'est une économie qui est néanmoins basée, dont la richesse est très fortement et largement dépendante des ressources naturelles, à la fois côté mine et côté agricole. L'Australie, c'est le premier exportateur mondial de minerais de fer, deuxième en aluminium et troisième en cuivre, juste pour donner un ordre d'idée. Côté ressources agricoles également, donc l'Australie est le deuxième exportateur de bœuf ou encore le 10e exportateur de céréales. Quand on regarde d'ailleurs la France, qu'est-ce qu'elle importe d'Australie? On retrouve effectivement le charbon et les céréales ou encore le combustible nucléaire à 60% des exportations françaises. Tout ça pour dire que c'est aujourd'hui une source de revenus importante, mais qui est en fait un peu son talon d'Achille, puisque l'Australie doit relever le défi de la transformation digitale, qui s'est accélérée justement avec la pandémie et la crise sanitaire Covid-19. Donc transformation digitale et également transition énergétique. Cela étant, on
peut être assuré. L'Australie a aujourd'hui toutes les capabilities. Il suffit juste d'un peu plus de stimuli, je dirais, du côté gouvernement. Les acteurs privés, tant côté exploitation agricole, donc acteurs majeurs de côté agricole ou encore miniers, sont tout à fait conscients de ces enjeux à relever et aujourd'hui donc sont déjà dans cette transition à la fois côté énergie renouvelable ou également optimisation côté ressources agricoles. L'Australie. Alors, quelle est la part de la France dans tout ça? Comment se situe la France dans le commerce bilatéral avec l'Australie? L'Australie représente, donc on est 13e investisseur étranger en Australie, pardon, la France est le 13e investisseur étranger en Australie. C'est 600 entreprises françaises, dont 90% des entreprises du CAC 40 qui sont aujourd'hui présentes en Australie. On retrouve une très forte présence côté industrie, côté énergie, avec des Total, avec Veolia Suez, avec Transdev, Keolis. Voilà, donc la France occupe de très belles positions sur tout ce qui est transport, gestion des déchets, ou également dans le secteur de la tech, par exemple, avec Atos. Voilà, au total, 600 entreprises françaises qui représentent 60 000 emplois. Très belle présence française. Nous sommes le 15e fournisseur donc en termes de ranking et 2e partenaire européen, juste derrière l'Allemagne et devant l'Italie. En termes de part de marché, nous occupons à peine 2% de part de marché, là où la France peut occuper 4% sur d'autres marchés. Ça s'explique concrètement par le fait que l'Australie est un marché lointain. Et donc, c'est vrai que ça ne correspond pas à tous les profils d'entreprise. On va retrouver d'ailleurs plutôt des profils d'entreprise qui sont aguerris à l'export dans nos clients. Plus de 50% de nos clients vont avoir une expérience quand même de plus de 15 ans à l'exportation. Le top 3 à l'exportation, qu'est-ce qu'on exporte en Australie? Ce sont surtout, comme je l'ai marqué, donc, des équipements. Et là, quand on regarde en fait les statistiques de notre commerce extérieur, on voit que tout ce qui est équipement et machines agricoles, il y a eu un bond de nos exportations de 50% sur l'année 2021. Également, tout ce qui va être composants, équipements pour la construction automobile, très bonne tenue de nos exportations. Deuxième poste important, tout ce qui va toucher à la pharmaceutique et tout ce qui est produits cosmétiques, suivi de tout ce qui est VSB, vin, spiritueux et bière. Les perspectives en termes de commerce, alors le commerce bilatéral avec l'Australie, on est en excédent, on est à 2 milliards, c'est le 6e excédent commercial sur le bilatéral entre la France et les pays étrangers, donc on a une très bonne tenue de nos exportations. Et cette dynamique devrait se poursuivre avec notamment cet accord de libre-échange qui est en cours de négociation entre l'Europe et l'Australie. Donc clairement, on a bon espoir que cet accord de libre-échange aboutisse d'ici la fin de l'année 2022, puisque aujourd'hui, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a énormément d'accords de libre-échange qui ont été signés entre l'Australie et les pays d'Asie. L'Asie occupe un poids très important du fait à la fois de la position géopolitique de l'Australie au sein de l'Indo-Pacifique. Donc, naturellement, la Chine était le premier partenaire donc l'Australie a pris conscience de sa dépendance vis-à-vis de la Chine notamment et cherche à renforcer, via toute cette série d'accords de libre-échange, à renforcer ses échanges avec les pays d'Asie du Sud-Est. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense qu'en termes de timing, on est plus ou moins bon. Donc, si vous en êtes d'accord, je propose de laisser la parole à Valérie. Je ne me trompe pas. Ouais, super. Pour la filière art de vivre et santé. Voilà. Ton micro est coupé, Valérie. Voilà, ça va être mieux. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Valérie, je suis chargée d'affaires au bureau Business France à Sydney. Donc, mon département, c'est l'ADVS. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 secteurs porteurs de mon département qui sont donc le sport et le nautisme, la cosmétique, l'art de vivre et les biotechnologies. Donc, pour parler sport, donc ici en Australie, plus de 11,2 milliards d'euros sont dépensés chaque année dans le sport pour les activités sportives, les événements et les paris sportifs, les équipements sportifs et les infrastructures sportives.
Cette industrie occupe 95 000 emplois et représente environ 1,36% du PIB. Les prévisions de croissance pour la filière sport sont de l'ordre de 5,1% en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc sur les 5 prochaines années, excusez-moi. Le sport fait partie intégrante de la culture australienne. Le climat, le paysage, la vie sur le littoral et l'engouement pour les activités communautaires expliquent en partie la popularité du sport en Australie. À la faveur de la géographie du pays, la pratique des sports nautiques tels que la natation, le surf et la voile est très populaire. La pratique de sports à caractère individuel comme le fitness, le cyclisme et la course à pied est fortement développée, comme l'est la participation aux sports d'équipe au sein des clubs. À savoir que la pratique sportive des jeunes étant fortement liée aux activités scolaires. Pour information, environ 80% de la population pratique un sport et une activité physique au moins une fois par semaine. Pardon. Les principaux sports professionnels sont le cricket, le rugby à 13 et à 15, l'AFL, donc l'Australian Football League, le tennis, le basketball, le football et le netball, qui je pense n'existe pas en Europe. La filière a été un secteur relativement épargné par le Covid, malgré l'annulation de quelques grands événements sportifs et la perturbation du début de saison des championnats. La filière sport a tout de même cru de 1,2% en 2020, contre une croissance estimée à 3,5% à l'origine. L'Australie est confiante dans sa capacité d'attirer de grands événements sportifs internationaux sur les prochaines années. À savoir que la ville de Brisbane a été nommée ville hôte des Jeux Olympiques de 2032, tandis que l'État de Nouvelle-Galles du Sud, donc qu'on appelle ici le New South Wales, et la ville de Sydney ont l'ambition d'accueillir 10 Coupes du Monde sur les 10 prochaines années. Alors pour les Coupes du Monde, on a donc la Coupe du Monde de rugby en 2027, la Coupe du Monde de football féminin en 2023, la Coupe du Monde de netball en 2027, la Coupe du Monde féminine de basketball qui se déroulera donc cette année en 2022. Donc voilà pour les sports en Australie. Donc maintenant, je vais vous parler du nautisme qu'on a segmenté dans la partie sport. Donc la navigation de plaisance est le loisir numéro 1 des Australiens, à savoir que 85% des bateaux détenus par les Australiens font moins de 6 mètres et 75% d'entre eux ont plus de 10 ans. En 2021, on compte 925 000 bateaux de plaisance immatriculés en Australie. 272 000 sont amarrés dans le Queensland, 240 000 dans la Galles du Sud, 202 000 dans le Victoria et 101 000 dans l'Australie occidentale. Excusez-moi. Et donc, l'augmentation du nombre de retraités devrait stimuler la demande d'équipements marins. D'un point de vue qualité et innovation, les produits français bénéficient d'une excellente réputation sur le marché australien dans les segments suivants: voiliers et catamarans, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur, produits d'accastillage. La majorité des services liés au secteur proviennent d'entreprises locales, mais aussi une grande proportion des produits manufacturés utilisés lors de la sous-traitance sont sourcés à l'étranger, comme exemple les composants métalliques ou l'équipement électronique. Donc voilà pour la partie sport et nautisme. Stéphanie, si on peut passer sur le slide suivant. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous parler de la cosmétique. Donc dans le secteur de la cosmétique, on a un fort attrait du Made in France, qui est un synonyme de qualité, sécurité, savoir-faire, glamour, luxe, vecteur dynamique de la French Touch. L'innovation et la créativité sont non seulement technologiques, donc par la formulation d'actifs de galénique, mais aussi en termes de concept, d'image, de cible et de flaconnage. On voit beaucoup le développement de startups beauty-tech et on assiste aussi à l'augmentation de la demande de soins naturels, de produits biologiques, équitables et verts, de lignes pour hommes, de soins professionnels à appliquer chez soi, de soins cosmétiques et nutri-cosmétiques. Les produits verts ont eu un impact sur l'industrie puisqu'ils affectent également le processus de fabrication des produits.
Par exemple, il y a une demande pour les produits sans parabènes, sulfates, OGM et conservateurs chimiques. Les consommateurs aujourd'hui souhaitent réduire leur empreinte carbone. Pour soutenir le développement durable, les entreprises essayent d'utiliser dorénavant des emballages biodégradables. Par exemple, la marque australienne Jurlic optimise un maximum ses emballages pour être le plus écologique possible. Donc voilà pour la cosmétique. Donc je vais passer maintenant, Stéphanie, si tu veux bien me changer de slide. Stéphanie? J'ai pas la main en fait sur les slides, c'est Béatrice. Ah d'accord, pardon. Très bien. Merci beaucoup. Donc, alors maintenant, je vais vous parler de l'art de vivre et la décoration. Donc, la mode en Australie est à l'aménagement vert ou naturel. Ainsi, les consommateurs australiens se tournent de plus en plus vers des éléments de l'habitat décoration ayant une dimension éco-responsable et multi-usage. Le mobilier est également très populaire. Bois apparents, couleurs claires, matériaux bruts et ambiance calme rappelant la mer sont particulièrement en vogue. En revanche, cette tendance minimaliste ne se retrouve pas dans la catégorie des arts de la table. En effet, les Australiens recherchent des pièces originales, colorées et qui sortent de l'ordinaire par leur forme, matériaux et finition. Ces objets sont en quelque sorte le vecteur de représentation de l'individualité du consommateur. La créativité des marques et des produits français et leur capacité à innover et à se réinventer sont des points positifs. En ce qui concerne le mobilier et l'aménagement, décoration d'intérieur, le renouvellement perpétuel est très attractif pour les consommateurs qui changent régulièrement leur mobilier. Ouais. Et donc, on a un fort attrait pour les produits made in France car ils sont garants de haute qualité. Les certifications du type EPV, Comité Colbert, etc. confient aux marques une reconnaissance officielle qui se porte garante de la qualité du savoir-faire des créateurs et fabricants du produit. La pérennité de la marque est importante car elle met en confiance le consommateur et au-delà d'un produit, elle promeut une histoire. L'engagement de la marque d'un point de vue éthique et écologique est important, en particulier aux yeux des consommateurs les plus jeunes. Voilà pour l'art de vivre et la décoration. Merci Béatrice pour le dernier slide, le slide sur les biotechnologies et la santé. La demande pour les produits issus de la recherche sur les biotechnologies est en forte hausse. L'introduction continue de nouvelles technologies assure une forte innovation dans ce secteur. Les marchés phares sont les médecines régénératives et celles combattant les problèmes de santé liés au style de vie, comme l'obésité et le diabète, la recherche contre le cancer et les maladies rares. La croissance du secteur des biotech est plus rapide que la croissance de l'économie australienne. La demande pour les produits issus de la recherche sur les biotechnologies est en forte hausse. Excusez-moi. L'introduction continue de nouvelles technologies assure une forte innovation dans ce secteur. La demande pour les produits issus de la recherche sur les biotechnologies est donc en forte hausse sur le secteur. Donc voilà pour le secteur ADVS et donc ces quatre segments. Je vous remercie pour votre attention. Et donc là, je donne la parole à Jean-Marc maintenant du secteur agrotech. Très bien, merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Marc Maury, je suis en charge du département agrotech qui couvre les activités sur les boissons alcoolisées, les produits alimentaires et les équipements agroalimentaires et agricoles. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous partager d'abord une information générale sur la filière, donc avec cette diapo, avant de rentrer un peu plus dans le détail en présentant 9 catégories de produits. Donc, commençons tout d'abord par le segment vin, spiritueux et bière. Donc, ce que l'on constate en Australie, c'est qu'il y a une forte culture de vin, puisqu'il s'agit du 5e producteur mondial. Les vins français sont appréciés, la France étant le 2e pays exportateur. Sur les tendances, ce qu'on constate, c'est sur ces 5 dernières années, une forte augmentation des ventes des vins effervescents, des vins rosés et des vins rouges légers qui sont de plus en plus recherchés. Et puis à noter l'événement de dégustation de Tasting France qui a lieu chaque année en Australie et en Nouvelle-Zélande pour mettre en avant les vins, je dirais plutôt les cidres et des liqueurs en ce qui concerne la Normandie. Et cet événement a lieu du 13 au 18 novembre 2022 et les inscriptions ont lieu avant le 27 mai prochain.
Sur la partie sur les produits alimentaires, donc la France est le 4e fournisseur sur les produits laitiers, 4e sur le fromage, 3e sur le beurre et 4e sur le lactosérum et dérivés. Sur l'épicerie, la France est 3e sur le BVP, donc boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Donc ces chiffres nous montrent que des opportunités existent sur les produits laitiers, produits d'épicerie gourmets. On observe par ailleurs une tendance sur les produits dits super snacks, donc type bar muesli, cracker, ainsi que sur les produits sains et naturels, produits probiotiques, protéines alternatives. Il faut remarquer qu'en Australie, 10% de la population australienne est végane. Un mot ensuite sur les équipements. Donc l'Australie est à la fois un grand producteur, mais aussi un grand exportateur de produits agricoles. C'est un pays largement autosuffisant, avec en moyenne 70% de la production agricole qui est exportée. La proximité des pays asiatiques est un atout majeur pour développer les exportations. Puis dans ce contexte, il y a du potentiel sur les équipements donc pour la transformation de viande. Il faut rappeler que l'Australie est le 2e exportateur mondial sur la viande bovine. Donc les machines appareils aussi pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie et les pâtes alimentaires. Et puis sur le volet agricole, il y a du potentiel sur les solutions technologiques plus avancées, des équipements agricoles automatiques ou semi-automatiques pour réduire justement la dépendance sur la main-d'œuvre étrangère. Je vous propose maintenant de passer en revue quelques sous-secteurs qui sont représentatifs des sociétés normandes dans l'univers food ou les boissons alcoolisées qui sont donc des entreprises qui sont présentes aujourd'hui dans le webinaire. Ces informations vous donneront une première idée du marché que je vous propose d'affiner en vous rapprochant justement de votre conseiller international pour organiser par la suite un échange avec notre bureau. Donc, page suivante. Donc là, on est... Voilà, parfait. Alors, commençons sur les ingrédients fonctionnels et nutritionnels. Donc, la France est 4e exportateur de lactosérum et dérivés donc, vers l'Australie. Donc, ça représente 2,9 millions d'euros en 2021, avec une croissance forte à 2 chiffres, 32% par rapport à 2020. Pour vous donner une idée de volume, l'Australie a importé 96 kilotonnes d'ingrédients laitiers fonctionnels en 2021, pour un total de 320 millions d'euros. Les grands pays fournisseurs sont les États-Unis, et puis les pays voisins, de proximité, comme la Nouvelle-Zélande, évidemment, et puis la Chine. Sur le segment des chocolats, la France est 8e exportateur en valeur, avec 15,8 millions d'euros en 2021. Le pays a importé 66 kilotonnes de chocolat en 2021, pour un total de 352 millions d'euros. Et les grands pays fournisseurs sont l'Allemagne, l'Italie et encore une fois la Nouvelle-Zélande. Sur les épices et condiments, on observe une forte concurrence sur cette catégorie de produits. L'Australie se fournit essentiellement en Asie. Donc le top 3 des pays fournisseurs sont l'Inde, le Vietnam et la Chine. Sur les produits gourmets et d'épicerie fine, le format coffret cadeau est apprécié en Australie. La population australienne étant plutôt urbaine, 40% de la population est concentrée sur les villes de Sydney et Melbourne, avec un pouvoir d'achat élevé, ce qui encourage l'achat de produits alimentaires positionnés sur le haut de gamme et bien présentés. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez passer, Béatrice, à l'autre slide. Merci. Donc, on continue sur les fromages. Donc, il y a du potentiel avec la France, comme je l'ai dit sur la présentation générale. C'est le 4e exportateur vers l'Australie, avec 28 millions d'euros en 2021, avec une croissance à plus 9,4% par rapport à 2020. À noter, donc c'est une particularité de ce marché, c'est que le traitement thermique du lait, donc pasteurisation et ou traitement UHT, est requis avant toute exportation de fromage vers l'Australie. Sur le miel et dérivés, la France représente 0,2% de part de marché sur l'exportation de miel naturel. Le voisin, donc Nouvelle-Zélande, encore une fois, représente une part de marché importante, significative, puisqu'elle est de 57%. Pour approcher ce marché, donc dans ce contexte-là, il est nécessaire d'avoir une offre différenciante,
positionné plutôt premium pour susciter l'intérêt des acteurs australiens. Donc, passons maintenant sur le segment des boissons alcoolisées. Donc là, c'est la slide suivante. Donc, on est sur, d'abord, parlons des spiritueux. Donc, il y a une domination des marques locales et des grands groupes. La vente de spiritueux français en Australie représente 43,5 millions sur un marché de 5,2 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, les marques françaises de gin présentes sur le marché sont 44 degrés Nord, Odomus et Citadel. Parlons maintenant des bières. Donc, on observe une domination des marques locales. Il y a une importation de bières en provenance des grands groupes étrangers. Les ventes de bières françaises en Australie, ça représente 2,2 millions d'euros sur un marché total de 15 milliards d'euros. Les marques françaises présentes sur le marché, c'est 64, Brasserie du Mont-Blanc et la Brasserie Voiron. Enfin, c'est le dernier segment, et avant de donner la parole à mon collègue Fernando Alves en charge de la filière industrie cleantech, donc le dernier segment, ça concerne les cidres. Je sais que c'est très important pour les Normands qui nous écoutent. Donc, il y a une domination de la marque, voilà, une domination des produits locaux ou en provenance du Royaume-Uni. Les ventes de cidre français en Australie représentent 107 000 euros sur un marché d'1 milliard d'euros. Donc, ce qui signifie que la place, il y a de la place pour les cidres normands, 107 000 par rapport à 1 milliard d'euros. Les marques françaises présentes sur le marché sont Fils de Pomme, Fournier Thérèse Gérard, Manoir de King Keys et Le Père Jules. Voilà pour la partie agrotech. Pour plus d'informations à nouveau, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller international pour organiser un échange avec notre bureau en Australie, puis mes collègues, Anthony Leroy, en charge de la partie boissons alcoolisées, puis ma collègue Siam Seram, en charge des produits alimentaires. Nous ferons un plaisir de rentrer plus en détail avec vous pour vous présenter le marché australien dans votre secteur, votre catégorie de produits en particulier. Fernando, c'est à toi. Merci beaucoup Jean-Marc Maurice. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Fernando Alves, chef de pôle industrie cleantech pour l'Australie. Ça fait plus de 7 ans que je suis en Australie, donc avec nos équipes, on connaît très bien le marché des affaires et des opportunités d'affaires en Australie. Donc effectivement, donc très rapidement, donc il y a beaucoup de nombreuses débouchés commerciales pour les PME françaises, spécifiquement si vous détenez des expertises dans les secteurs industriels. Tels que ceux que nous avons mappés pour vous. Donc effectivement, les secteurs des énergies, du gaz, du space, dans le spatial, la construction, la maintenance, le secteur minier et tous les aspects tech et numériques qui puissent optimiser les procédés en fait via des technologies innovantes. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que les PME françaises ou grands groupes qui ont vraiment une expérience à l'export réussie dans des pays comme le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, donc les pays anglo-saxons, ils seront vraiment très avantagés sur la partie référence, car la pratique des affaires ici est très similaire en fait, notamment par le pragmatisme des Australiens dans la conduite des affaires et des négociations. Donc voilà, donc c'est intéressant et important de noter aussi que l'Australie a perdu une importante capacité de fabrication lorsque l'industrie automobile a quitté le pays en 2017. Donc ça, c'est important de noter parce que les 3 grands constructeurs automobiles qui employaient plus de 150 000 personnes ont délocalisé en fait leurs activités à l'étranger. Et donc maintenant, l'Australie compte sur des capacités étrangères comme les vôtres, en fait, pour fournir des équipements de haute technologie sur ces marchés industriels. Donc c'est voilà que nous notons avec Stéphanie et nos collègues qu'il y a vraiment des nouvelles émergences de filières industrielles dans les secteurs critiques et des réinvestissements sur des secteurs stratégiques tels que par exemple les métaux rares. Donc on a vraiment donc de toute façon l'industrie minière, c'est un secteur extrêmement dynamique pour l'Australie qui rapporte plus de 8% du PIB australien, le deuxième marché au monde d'exportation minière, et effectivement en ce moment
moment, on voit vraiment la création de chaînes de valeur, de nouvelles mines sur place pour renforcer en fait la souveraineté vis-à-vis du monopole chinois sur les métaux critiques et métaux rares en fait. Donc on parle vraiment d'investissement sur le titane, le fer, le copper, tout ce qui est neodymium, dysprosium, qui sont les REEs, les Rare Earth Elements. Donc ça, c'est vraiment un marché très critique pour nous et on voit un nouveau boom minier qui ces dernières années depuis le Covid. On a aussi le développement d'une filière extrêmement stratégique pour l'Australie, la filière hydrogène, qui vient vraiment conforter en fait son premier. L'Australie veut être le premier exportateur de région de hydrogène vert. Donc, ils ont vraiment des investissements gigantesques qui sont déployés et octroyés par État en fait, et des investissements aussi fédéraux en fait de presque 2 milliards de dollars pour des investissements publics de nouvelles technologies énergétiques. On a aussi tout ce qui est éolien offshore qui commence à avoir un peu d'ambition spécifiquement dans la partie du Victoria avec des grandes capacités éoliennes offshore. Mais on sait bien que votre région, vous avez beaucoup de technologies qui peuvent être appliquées au secteur éolien offshore. On a aussi la continuité dans le désinvestissement dans le secteur spatial, avec un objectif d'ici 2030 de vraiment tripler la taille de ce secteur qui est extrêmement stratégique pour l'Australie. Donc, si vous êtes une entreprise avec des technologies sur le Space Situational Awareness, tout ce qui est Access to Space, technologie, technique avancée de communication, technologie quantique, système de propulsion, ils ont besoin de vous, en fait, en Australie. Ils n'ont pas ces technologies et ils ont besoin de technologies qui sont étrangères. Donc, ils viennent d'annoncer aussi cette semaine dans le nouveau budget qu'ils vont concevoir et exploiter 4 satellites d'observation de la Terre et ils viennent de déployer un montant de plus d'1 milliard de dollars pour cela. Donc, il y a vraiment des opportunités dans le spatial pour les entreprises françaises. Opportunité aussi beaucoup sur la partie infrastructure. Donc, il y a la création d'une deuxième ville à Sydney. Donc, c'est une ville qui sera en fait construite autour d'un nouveau aéroport de Sydney, donc le Western Sydney Aéroport. Et c'est des investissements massifs qui vont vraiment construire une deuxième ville avec beaucoup d'opportunités pour toute la filière française. On a aussi tout ce qui est Jeux olympiques de Brisbane, donc avec des investissements gigantesques aussi pour relancer l'économie du Queensland, avec une vague d'investissements sur tout ce qui est projet d'infrastructure, de construction de nouveaux terrains de jeu, voilà, donc beaucoup de choses. On pourra éventuellement pas échanger avec vous sur exactement les secteurs prioritaires et stratégiques. Et last but not least, c'est l'économie bleue. Donc l'économie bleue, vraiment, on parle des secteurs comme l'Antarctique. Antarctique, les Australiens investissent énormément sur tout ce qui est conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique, tout ce qui est changement climatique, les fonds marins,